Ben quelques voilà, minutes c'est de fini. cette Maintenant, ils papamonie vont qui juste remontait en les rues de parler. Rome, Donc, je vous qui laisse un traversait les peu rues de Rome pour accompagner le pape écouter. jusqu'à sa dernière Maintenant, je sais pas ce demeure. qui va se passer. Les Peut-être que le cardinaux, tous président les cardinaux que l'on a vus va tout à peut-être l'heure, prendre la l'image parole à un était moment ou impressionnante, l'autre. place Voilà. Saint-Pierre, tous ne voteront pas pour le conclave. En tout Exactement. cas, Les cardinaux électeurs, ceux que l'on appelle les cardinaux électeurs, sont les cardinaux qui sont âgés de moins de 80 ans. C'est la règle qui a été fixée. Ils sont au nombre de 135. On va voir si tous pourront assister à ce conclave. Pour raison de santé, certains parfois disent qu'ils ne peuvent pas venir. Donc on verra au final, au moment de cette procession des cardinaux vers la chapelle Sixtine, entre la chapelle Pauline et la chapelle Sixtine pour le premier jour du conclave, combien sont-ils au final? Mais il y a effectivement 135 cardinaux électeurs qui auront cette charge d'élire le successeur de François. La plupart ne se connaissent pas de ces cardinaux, car la très très grande majorité d'entre eux, plus de 100 cardinaux, ont été créés par le pape François, et certains, pour les derniers d'entre eux, lors du dernier consistoire qui était au mois de décembre dernier, où c'est là par exemple qu'a été créé Monseigneur Vesco, l'archevêque d'Alger. Donc c'est vrai que d'abord il va falloir que durant ces quelques jours qui vont précéder le conclave, pendant ces congrégations générales qui ont déjà commencé, ils puissent se rencontrer, échanger leur vision de l'Église pour après déterminer en leur âme et conscience, mais surtout leur âme, lequel d'entre eux est le plus à même à succéder au pape François. La cérémonie privée d'inhumation du pape François se poursuit dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. On va retrouver à proximité Pierre Barbin, justement, avec cette foule qui est toujours là. Pierre, qui ne veut pas partir. Non, il y a beaucoup de gens qui tiennent à rester à proximité de cette basilique Sainte-Marie-Majeure, alors qu'il y a en ce moment même l'inhumation dans la plus stricte intimité, vous l'avez dit. Donc il y a beaucoup de monde qui reste, des gens venus de l'étranger, mais aussi beaucoup d'Italiens. On est avec Manona, elle habite juste à côté de la basilique Sainte-Marie-Majeure, elle est romaine. Manona, pourquoi c'était important de venir ici ce matin? Non seulement j'habite tout près et j'ai donc pu déjà à plusieurs occasions vu le pape, mais de plus c'était un pape humain, bon, très proche des personnes, et donc je suis vraiment émue. Quel souvenir vous aurez justement de ce pape François? Je me souviens de plusieurs homélies qu'il a prononcées pour les plus faibles, contre la guerre. C'est donc un souvenir très positif pour moi. Manona, grazie mille, Manona. Voilà, il y a eu encore beaucoup de monde ici devant cette basilique Sainte-Marie-Majeure, avec beaucoup d'émotions, des applaudissements aussi, quelques pleurs chez certaines personnes. Et ce qui était impressionnant aussi, c'est de voir cette foule massée autour de ce passage, mais aussi il y avait beaucoup de monde et bien sur les balcons. On peut encore le voir sur les images d'Hortense Gérard pour venir rendre un dernier hommage au pape François, qui sera donc inhumé dans les prochaines minutes dans la basilique Sainte-Marie-Majeure qui se trouve derrière moi. Pierre Barbin avec Hortense Gérard. Pierre Barbin, Hortense Gérard en direct donc à proximité de cette basilique. Je reviens au conclave, Ulysse Gosset. Il y a deux versions en réalité. Il y a une version officielle quand on interroge les cardinaux qui se sont exprimés dans la presse, qui disent non mais attendez, on vient d'arriver à Rome, on ne se connaît pas tous, on se découvre, on s'apprivoise et ensuite on choisira parmi nous qui sera le prochain pape. Et puis certains disent en réalité, depuis 2-3 ans que l'on sait que le pape, la santé du pape François était fragile, évidemment qu'on a tous commencé à réfléchir, évidemment qu'on a tous commencé à en parler. Évidemment, et évidemment ils en parlent avant les réunions, après les prières et aujourd'hui même. Les jeux ne sont pas faits et le synode réserve toujours des surprises. Le conclave. Le conclave, pardon. Le synode aussi, mais en l'occurrence, là c'est le conclave. Et dans l'histoire, il y a eu, je crois, simplement 2 précédents où les favoris ont effectivement été élus papes, notamment Paul VI. Au-delà de ça, ça a toujours été vraiment une grande surprise. Et je crois que les évêques ou les prêtres qui sont sur nos plateaux sont sincères lorsqu'ils disent « nous ne savons pas ». En fait, personne ne sait. Et tout peut basculer après l'intervention de tel ou tel cardinal. Bon, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des papabilés qui sont favoris. Il y a aussi, comme disent les Américains, des game changers, ceux qui vont faire la décision. Il y a notamment les 9 cardinaux qui font partie du Conseil supérieur de l'Église et qui sont très influents. Il y a évidemment le secrétaire du Vatican qui est l'homme qui, pendant 10 ans, a observé tous les mouvements cardinaux. Il y a ceux qui voyagent
absolument Parolin, qui est d'ailleurs l'un des favoris, le cardinal italien. Et il y a évidemment, si vous voulez, ceux qui ont beaucoup voyagé à travers la planète, comme c'était le pape de l'ouverture, qui ont pu rencontrer les cardinaux en Inde, en Afrique, en Amérique latine. Donc, si vous voulez, on commence à voir un petit peu comment les choses se mettent en place, mais ça sera une grande surprise. Je vais répéter la formule que j'adore et que vous connaissez aussi bien que moi. On l'a révisé hier soir. Exactement. Je sais ce que vous allez dire. Eh bien, non, mais tout simplement, un papabilé qui entre au conclave peut en ressortir cardinal, tout simplement. Non. Méfions-nous des pronostics. Qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Exactement. Voilà. Et donc, donc si vous voulez, la grande question, en fait, je crois que tous les cardinaux veulent une chose, c'est préserver l'unité de l'Église. Or, cette Église est divisée. Elle est vraiment divisée, et elle est d'autant plus divisée que sur la planète, il y a une profonde division entre, je dirais, la vision de Donald Trump, du Premier ministre Viktor Orban, et celle, par exemple, des Européens, plutôt d'Emmanuel Macron, des Allemands. Et donc, si vous voulez, cette division politique se retrouve à l'intérieur de l'Église, il faut le dire sans langue de bois. Donc, est-ce que cela menace l'unité de l'Église? Oui, et il y a des cardinaux qui en sont conscients et qui veulent à tout prix l'éviter. Donc, l'homme qui sera choisi sera sans doute un cardinal d'abord irréprochable, c'est très important, irréprochable, vraiment parce que dans l'histoire récente, on a eu des révélations sur les scandales de l'Église, donc irréprochable et capable de faire l'unité. Donc pas forcément d'un camp ou de l'autre, mais au contraire, quelqu'un qui pourrait réconcilier les deux camps. Et puisque l'on voit encore une fois ces images, on voyait la Papa Mobile à l'instant, celui qui succédera au pape François sera peut-être aussi d'une certaine manière une part de l'héritage du pape François. Il a choisi une bonne partie, une bonne majorité de ceux qui vont choisir son successeur. 100 cardinaux, 108 de mémoire, ont été créés par le pape François sur les 135. Donc une très grande majorité d'entre eux, finalement, ont été créés par le pape François. Je parlais avec plusieurs d'entre eux, là, depuis quelques jours, depuis que nous sommes arrivés à Rome en début de semaine. Alors à chaque fois, j'ai pu échanger avec des cardinaux qui avaient été créés par François. Et ils m'ont dit à chaque fois qu'ils voulaient préserver cet héritage du pape François, être à la hauteur de ce qu'il avait été, dans le choix qui allait être le leur. Et je leur demandais si effectivement ça allait être un peu un vertige. On imagine ce moment où les portes de la chapelle Sixtine se referment. Et pour le coup, alors d'un certain côté, oui, ils ne pouvaient pas me dire totalement qu'ils allaient être démunis parce que ça allait inquiéter tout le monde, mais il y avait ce moment où ils pensaient être aussi empreints d'une très grande sérénité, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont confié, pour le nom de ce successeur, et que finalement, même si pour le moment ils n'en avaient absolument aucune idée parce que c'était le temps des rencontres, plusieurs d'entre eux m'ont dit, surtout là, la formule je l'ai trouvée jolie, il m'a dit, vous inquiétez pas, au bout d'un moment, on saura. C'est sûr que nous saurons, je ne suis absolument pas inquiet, il y a quelqu'un, je sais, et c'est marrant parce que je regarde dans les congrégations générales et je me dis, l'un d'entre eux sera le prochain pape, et je sais qu'à un moment, je vais savoir lequel c'est. Et il était assez détendu et serein sur la manière dont ça allait se dérouler. Vous êtes serein aussi, mon père? Je suis très serein, mais j'ai été frappé là. Moi, j'ai pu assister jeudi soir à la veillée, à la messe célébrée par les cardinaux français à Saint-Louis des Français. Puis hier soir, on avait une veillée à la Trinité des Monts. Ça, c'est votre église? C'est mon église, voilà. Avec le cardinal Boustillot. Avec le cardinal Boustillot, mais il y avait aussi le cardinal Aveline, il y avait aussi le cardinal Barbarin. Alors, Boustillot pour la Corse, Aveline pour Marseille. Voilà, le cardinal Barbarin émérite de Lyon. Quel est votre favori? Bon, je n'en ai pas la moindre idée. À mon avis, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français papabilés. Ah, pourquoi vous dites ça? Parce que l'Église de France aujourd'hui, on est une toute petite chose dans l'Église universelle. Et je pense qu'aujourd'hui, le focus, il sera peut-être sur d'autres lieux. Et d'autres continents, par exemple? On pourrait l'imaginer. Par exemple, le continent asiatique? L'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Ça sert à rien de le cuisiner, il n'a pas la réponse. Non, je sais. Et c'est intéressant de prendre justement l'atmosphère et la température. Voilà, je trouve qu'on a cette tentation de se dire, moi j'aimerais bien que ce soit un cardinal français, parce que je suis français. Ouais. Et on aime bien voir ça à travers son prisme. Mais vu de Rome, on se rend compte que la réalité de notre Église de France, qui est merveilleuse et qui est pleine d'essor de dynamisme qu'on voit là émerger avec ce qu'on a vu à Pâques avec les catéchumènes, néanmoins, face à ce qui se vit aujourd'hui dans l'Église universelle. C'est vrai que le voyage du pape François qu'il a eu à cœur de mener, de faire, même si on était inquiet sur son état de santé, c'est 12 jours en Asie du Sud-Est, il y a quelques mois, a été assez impressionnant. L'accueil qu'il a reçu là-bas a été aussi, là encore, très important. C'était
ça faisait des mois qu'il annonçait qu'il avait cette volonté d'aller sur le continent asiatique. C'est le voyage le plus lointain qu'il ait fait de tout son pontificat. Et c'est vrai que l'accueil qu'il avait eu m'avait beaucoup surpris et beaucoup, je pense que ça l'avait beaucoup touché aussi. Juste une chose, Jeanne, ça va se jouer, je me retourne, hein, ça va se jouer à quelques centaines, voire quelques dizaines de mètres d'ici, quelques centaines. Allez. Ah bah, derrière vous, on pourra apercevoir au-dessus à droite de la chapelle, de la basilique Saint-Pierre. Pardon, on se retourne, c'est pas très poli. On verra la fumée blanche de là de là où nous sommes. La fumée blanche, Voilà. effectivement, on la verra. La cheminée n'est pas installée. Ouais. Elle va être installée spécifiquement pour l'occasion sur le plafond de cette chapelle Sixtine. Tout est en train de se mettre en place, évidemment. Mais on attendait évidemment que d'abord tous les funérailles soient passées. C'était pas le moment, mais c'est vrai que là maintenant tout va se mettre en place pour le conclave. Lundi, mardi, dans les congrégations générales, on va savoir après la date précise du premier jour de ce conclave, et nous verrons ensuite combien de temps ça va durer déjà, parce qu'on aura les yeux rivés 2 fois par jour, je vous le rappelle, en Matin attendant. et soir, fin de matinée, Fin de matinée et début de soirée, on aura les yeux rivés vers ce toit de la chapelle Sixtine, et il y aura une foule immense, place Saint-Pierre, pour essayer Pour d'apercevoir. attendre la fumée blanche. Ulysse Gosset me supplie, vous avez droit à 10 secondes, Ulysse. Pour dire simplement qu'il y a des cardinaux très en vue qui viennent par exemple de l'Inde, de la Birmanie, de l'Afrique, Des Philippines. des Philippines. Et puis, juste un mot, puisqu'on parle beaucoup d'Ukraine, il y a un jeune évêque ukrainien plus jeune des cardinaux. qui vient d'être ordonné, créé par le pape François, qui a 44 ans, le cardinal Bishop, qui est donc cardinal ukrainien. Ce serait aujourd'hui à Rome. un symbole, un sacré symbole, si vous me permettez ce jeu de mots. On va y revenir dans un instant d'ailleurs, parce que c'est l'autre information de cette journée romaine. Ce sont les rencontres qui doivent se poursuivre d'ailleurs peut-être entre dirigeants notamment américains, ukrainiens. On a des images à vous montrer dans un instant de cette rencontre assez folle au sein de la basilique Saint-Pierre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On a les images à vous montrer dans une seconde. On va d'abord retrouver Thierry Arnaud, Jérémy Brossard du côté de la basilique Sainte-Marie-Majeure, où est donc en train de se dérouler cette cérémonie privée, cérémonie d'inhumation du pape François en sa dernière demeure. Oui, précisément, Maxime, et on peut dire sans doute que de tous les moments forts, spectaculaires, grandioses parfois qu'on a vécu depuis ce matin ici à Rome, celui qui est en train de se dérouler derrière nous pour le coup en privé, est sans doute celui qui exprime le mieux la volonté, la personnalité et le message que le pape François a voulu délivrer tout au long de son pontificat. C'est lui qui, dès l'été 2022, a choisi de définir de manière très précise là où il souhaitait reposer, les conditions dans lesquelles il allait être inhumé, qu'il a voulu aussi simple que possible, aussi simple que ça peut l'être pour l'inhumation d'un pape, le côté très sobre et très simple de sa pierre tombale, sans décoration, avec la simple mention de son nom papal. Tout ça formait évidemment un message très clair ici. Il n'aimait pas résider au Vatican, il n'y a jamais résidé, et il n'a donc pas voulu, en toute logique, reposer dans l'enceinte du Vatican, même si la basilique qui est derrière nous, cette basilique Sainte-Marie-Majeure, appartient au Vatican. Elle lui était très chère, on l'a dit, il a choisi même l'endroit précis où sa tombe allait être mise en place, toute proche de cette chapelle Pauline, à côté d'une autre chapelle Sforza. La chapelle Pauline, évidemment, à ses yeux, c'était la plus importante. C'est là que se trouve l'icône en bois de cèdre de la Sainte Vierge, qui remonte au XVIIe siècle et à laquelle il était évidemment très attaché. Ce sont toute une série de symboles, évidemment. Oui, j'en ai très fort en 2 mots, avec 2 temps. Hein. Le temps officiel ce matin à Saint-Pierre, avec la cinquantaine de chefs d'État qui ont salué un chef d'État, parce que le pape est un chef d'État. Et puis vous le disiez, Thierry, une cérémonie intime, beaucoup plus populaire, les anonymes, et puis ce cortège dans les rues de Rome, au pied du Colisée, dans le Forum romain. Voilà, des images clairement, pour l'histoire, le mot est souvent galvaudé. Clairement, aujourd'hui, c'est une journée historique ici à Rome. Merci à tous les deux, Thierry Arnaud, Jérémy Brossard en direct pour BFM TV. On poursuit cette édition spéciale avec une photo, une image à vous montrer cet après-midi. Cette image-là, peut-être sera-t-elle aussi historique. On va la commenter avec Ulysse Gosset, avec Elsa Vidal qui nous rejoint. Bonjour Elsa, notre éditorialiste internationale. Image prise tout à l'heure, juste avant la cérémonie d'obsèques du pape François. Vous la découvrez, cette image de Donald Trump, Volodymyr Zelensky, dans la basilique Saint-Pierre. Ils pouvaient se toucher littéralement tous les deux. On voit un cardinal passer juste derrière eux.
pour discuter évidemment de ce qui est en train de se jouer en Ukraine, évidemment de ces négociations. Pas le moment, hein. Ulysse Gosset, on disait Franchement, peut-être pas que le ça moment s'est du joué tout, là hein. à ce moment précis. Écoutez, on verra bien, mais d'ores et déjà, on a une information crédible. C'est un message de Volodymyr Zelensky qu'il vient de publier et qui dit ceci: bonne rencontre. Nous avons beaucoup discuté en tête-à-tête, espérant des résultats sur tous les points. Et il ajoute une rencontre hautement symbolique qui pourrait devenir historique si nous parvenons à des résultats communs. Les Ukrainiens avaient parlé un peu plus tôt de rencontres constructives, mais là, vous voyez, il dit rencontre qui pourrait être historique si nous parvenons à des résultats communs. Et puis, du côté français, il y a eu également un petit commentaire de l'Élysée, après, parce que il y a eu un tête-à-tête entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, et puis il y a eu une rencontre à 4 avec le président français, je ne sais pas si on peut voir la photo, le président Macron, On va la revoir, on vient là-bas, on va la revoir le évidemment. Premier ministre britannique, évidemment Trump et Zelensky. Et à l'issue de cette rencontre, l'Élysée dit échange très positif. Donc il y a, je dirais, un climat, d'abord parce que la rencontre a eu lieu et qu'elle n'était pas évidente. Vous savez, on a attendu jusqu'au dernier moment pour confirmer que Volodymyr Ouais, que Zelensky serait là, ouais. à Rome. Il est venu, il a vu Trump deux fois, c'est pas rien. Ils ont longuement parlé, dit-il. Alors, longuement, c'est peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais tout de même, pour aller à l'essentiel, semble-t-il. Donc, je dirais un peu d'espoir, un peu comme le voulait le pape François. On verra si l'Esprit Saint continue à planer sur la rencontre. Ouais, effectivement, il faut donner quand même le contexte, Elsa Vidal, de ces photos que l'on voit là. Emmanuel Macron, Donald Trump, il me semble deviner Keir Starmer à gauche et Volodymyr Zelensky. On avait l'autre photo, effectivement, avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il faut donner le contexte. Le contexte, c'est un Donald Trump qui arrive en Europe, qui arrive sur le sol italien et au Vatican, en ayant expliqué ces dernières heures qu'on était tout proche d'un accord. Mais avec la crainte pour Zelensky que cet accord soit un accord perdant pour l'Ukraine en réalité, et que l'Ukraine soit en train de perdre des terres. Et Zelensky est arrivé avec sans doute en tête le fait de convaincre Donald Trump de ne pas de ne pas laisser Poutine, de ne pas laisser la Russie s'accaparer des terres ukrainiennes. Oui, en fait, cette rencontre, c'est un peu le pendant de la rencontre qui s'était déroulée à Washington, qui s'était si mal déroulée, qui ressemblait à un guet-apens, avec un Volodymyr Zelensky attaqué dès son arrivée sur le perron de la Maison-Blanche pour ne pas porter de costume. Là, c'est la rencontre telle qu'elle aurait dû se dérouler. Les yeux dans les yeux, vous vous rappelez peut-être que dans le bureau ovale, Zelensky avait tenté un geste et il essayait de convaincre de manière très personnelle le président Trump, et on sentait que ça ne passait pas, surtout avec l'épisode des photos où il expliquait ce que son pays était en train de subir. Et là, les deux hommes sont face à face, les yeux dans les yeux. On sent qu'il y a quand même pas une connivence, mais que tous deux sont absorbés dans le moment, un sérieux et une gravité. Pardon, Elsa, mais le fait même que Trump ait accepté de s'asseoir D'être face à face avec Zelensky sans rien que ça, c'est un pas important. Exactement, dans ce lieu si symbolique, parce que cette nuit, dans son avion, Donald Trump avait commencé par dire qu'il ne jugeait pas les rencontres nécessaires, ni même véritablement souhaitables, dans la mesure où il venait rendre hommage au pape et qu'il ne voyait pas d'un bon œil toute autre rencontre. Et là, il a donc accepté, et ça a dû demander des efforts diplomatiques considérables, de tenir ces trois rencontres. Pas encore de ça. D'abord en tête-à-tête Ouais. avec Volodymyr Zelensky, ce qui ne s'était, Faut s'en semble-t-il, jamais passé entre les deux hommes. On les voit absorbés tous deux dans ce dossier. Et puis, la présidence, c'est-à-dire Zelensky et ses hommes, a fait savoir peu de temps avant quels étaient les trois points sur lesquels l'Ukraine ne pouvait pas renoncer. Alors, c'est un système de tractation. On ne renonce pas jusqu'à ce qu'on cède sur un point. Tout peut arriver dans les heures qui viennent, puisque la tension est maximale. C'est le moment le plus fragile. Mais officiellement, la présidence ukrainienne ne veut pas reconnaître les territoires occupés, ne veut pas reconnaître le contrôle russe sur ces territoires occupés, Ouais, ne veut pas de contrôle russe sur ses forces armées et ne veut pas fort, hein. d'interdiction de rejoindre l'OTAN. Voilà. Il y a un tweet à l'instant des autorités ukrainiennes, ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui explique que en ce moment même, il y a une nouvelle entrevue, cette fois entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Tout se passe ici, à Rome, où nous sommes, évidemment, mais de Rome, nous allons aller à Moscou, retrouver en direct le Paul Gogo pour cette édition spéciale. Encore une fois, Paul, les choses sont peut-être en train de se jouer. Donald Trump est arrivé à Rome en étant très optimiste, en disant précisément que les choses étaient en train de bouger, plutôt de bouger dans le bon sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Et qu'entendent, dans ces mots-là, qu'entendent les Russes aujourd'hui? Le mort, on parle de ça.
Eh bien, c'est bien pour moi, les Russes entendent. C'est-à-dire que les Russes, sont ici, à Moscou. Ils ont envoyé Bon, les gars. assister à cet enterrement. Mais Vladimir Poutine, évidemment. Comme lui, vous avez reste vu, aussi. le- Les Russes observent. Ça parle de Parce que c'est la l'Ukraine stratégie alors de Vladimir qu'il y a la Poutine mort depuis du le pape. début. Hein. Lui, il veut dealer, comme C'est dirait grave, Donald hein. Trump, Voilà. avec les Américains. Sinon, je Il vous laisse. considère que les Américains sont ceux qui ont la main Maintenant, sur je les pense que Ukrainiens, c'est fini. et sur les Européens. Et là, Voilà. la situation, N'hésitez la pas à dire position dans de les Vladimir commentaires. Poutine, c'est de dire, Voilà. voilà, on s'est mis d'accord avec les Américains.